Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la loi de finances 2025. Pour parler de la fiscalité appliquée aux personnes physiques, j'ai la joie d'avoir avec moi Caroline et Oriane qui vont nous expliquer un petit peu plus ce qu'il y a dans la loi de finances et qui est susceptible de toucher les personnes physiques. Je crois qu'Oriane, tu voulais nous remettre un peu en perspective les recettes générées par les personnes physiques. Tout à fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on met en perspective le fait qu'on a de nombreuses dispositions sur les personnes physiques dans le cadre de la loi de finances 2025, notamment un dispositif sur la CDHR et un dispositif qui encadre les management packages avec une mise en perspective sur le poids de l'impôt sur le revenu dans le cadre des recettes de l'État, 24% des recettes financées par l'impôt sur le revenu versus 15% pour l'impôt sur les sociétés, et ces 24% représentent 94 milliards d'euros de recettes budgétées pour 2025. Tu es en train de nous expliquer que l'impôt sur le revenu est bien plus important que l'impôt sur les sociétés. Effectivement. Donc une nouvelle contribution est mise en place dans le cadre de la loi de finances. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus comment elle fonctionne, qui ça concerne et quand est-ce qu'on la paye? Tout à fait. Donc la CDHR, c'est une nouvelle contribution, un nouvel impôt codifié à l'article 244 du Code général des impôts, avec un acronyme qui signifie contribution différentielle sur les hauts revenus. Le contexte répond à des critiques de l'opinion publique sur le fait que certains contribuables ne paieraient pas suffisamment d'impôts comparativement aux revenus encaissés. Un objectif assez clair d'avoir un taux d'imposition minimum de 20% pour ces contribuables. Peux-tu nous dire qui est concerné par cette nouvelle contribution? Ce sont les résidents fiscaux de France qui ont un certain revenu. On reprend le même champ d'application que la CEHR. Donc les contribuables qui ont un revenu supérieur à 250 000 euros pour les célibataires, veufs et divorcés, et les contribuables qui ont un revenu supérieur à 500 000 euros pour les couples mariés. Une précision, la CDHR est une contribution temporaire, uniquement pour l'année 2025. Donc on restera vigilant sur ce caractère temporaire de la contribution. On se rappelle de la petite cousine, hein, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Avec le E de exceptionnel, c'est une contribution exceptionnelle qui dure depuis 2011. Et un dernier élément d'information, une contribution qui doit rapporter 1,9 milliard d'euros dans les caisses de l'État. Comment allons-nous atteindre cette recette de 1,9 milliard? Donc un mécanisme relativement unique pour arriver à cet objectif de 1,9 milliard avec une formule qu'on a partagée sur les slides. Le but, c'est 20% d'un revenu fiscal de référence ajusté, duquel on retraite l'impôt sur le revenu ajusté, CEHR et prélèvement libératoire, plus un montant relativement symbolique pour les personnes mariées et pour les familles. Le principe, pour avoir un petit moyen mémotechnique sur la compréhension du mécanisme de la CDHR, dans le nom des différentiels, on comprend que ce qu'on va regarder, c'est un impossible de 20%. On compare avec les impôts d'ores et déjà payés et la différence, c'est la CDHR. 1,9 milliard, tu vas me dire Alice, c'est quand même beaucoup, sachant qu'on parle d'un taux minimum de 20% pour des contribuables qui sont déjà avec des niveaux de revenus de 250 000 euros pour un célibataire. Vu la progressivité de l'impôt sur le revenu à 45%, on n'est pas certain de qui est-ce qu'on cible dans le cadre de cette CDHR. C'est principalement les contribuables qui ont des revenus d'investissement, donc dividendes, intérêts et plus-values, qui sont aujourd'hui soumis à la flat tax de 34%. 34%, on est déjà au-dessus de 20%, donc il manque quelque chose. C'est les prélèvements sociaux à 17,2. Comme on a vu, en fait, ils ne sont pas déduits, ils ne sont pas pris en compte pour faire ce calcul différentiel. Donc la flat tax à 34%, demain, elle est à 37,2%. 20% d'impôt minimum dans le cadre de la CDHR, plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc sans avoir augmenté le taux de la flat tax, on a quand même un effet avec 3,2% complémentaires pour les contribuables qui rentrent dans le champ de la CDHR. Alors tu as mentionné 2 fois le mot ajusté, aussi bien sur le revenu fiscal ajusté que sur l'impôt ajusté. On parle de quoi comme ajustement? Donc on parle d'un ajustement qui rend un petit peu complexe ce mécanisme de la CDHR,
notamment un revenu fiscal de référence ajusté qui est la base de mon calcul de ma contribution de 20%. Donc on repart de ce qu'on connaît, le revenu fiscal de référence dans le cadre de la CEHR, et on ajuste avec notamment une déduction des revenus qui bénéficient de régimes de faveur encadrés. Donc on va par exemple retraiter les revenus qui vont bénéficier des conventions fiscales internationales pour éviter une double imposition, ou des revenus qui bénéficient d'un régime de faveur comme le régime impatrié qui permet de continuer à bénéficier de son avantage. Si on n'a pas cet effet de balance, on va vider de substance ces régimes de faveur. Et donc ce qu'on a donné de la main gauche, on va le reprendre de la main droite avec ce mécanisme. D'où l'ajustement pour continuer à avoir ces régimes et pouvoir bénéficier de ces avantages. De la même façon, on ajuste aussi l'impôt sur le revenu. Donc on va ajouter certains crédits et certaines réductions d'impôts, notamment les crédits d'impôt qui sont liés à des investissements pour la transition énergétique, pour continuer, encore une fois, à avoir des régimes qui jouent à plein. Par contre, on n'a pas ajusté avec les dons faits aux associations. Et alors en termes de paiement, donc là on a à peu près compris comment on calculait cette contribution, quand est-ce que les contribuables sont censés la payer ? Donc le paiement, on remplit deux objectifs, deux principes. Absence de rétroactivité fiscale, donc on ne peut pas se baser sur les revenus 2024 qui vont être déclarés en mai 2025. Et on a une contrainte, on souhaite que ce soit d'ores et déjà collecté sur 2025, pour le budget 2025. Donc on va avoir une estimation du montant de ces DHR, donc un mécanisme d'acompte, un acompte qui va être payé la première quinzaine de décembre 2025 sur 95% du montant de ces DHR estimé. Estimé par qui? Peut-être le contribuable. On va attendre de voir les modalités déclaratives de cette CDHR, mais on voit bien que les revenus 2025 ne seront déclarés qu'en mai 2026. Donc pour pouvoir les payer et les collecter dès décembre 2025, il va falloir avoir une modalité de recouvrement particulier. Avec un point d'attention, défaut, retard et erreur de calcul dans la CDHR, on a une pénalité de 20%. Erreur de plus de 20% à la marge par rapport au montant définitif, pénalité de 20% et non pas la pénalité traditionnelle de 10% sur l'impôt sur le revenu. C'est un système d'acompte qui est assez similaire en fait à ce qui se passe au sein des entreprises. Et cette année, de la même façon, pour récupérer en fait avec la tardité de la discussion et du vote de la loi de finances, on a exactement le même système d'acompte et pour la CVAE et pour la contribution des grandes entreprises. Donc en fait, c'est la seule modalité que le législateur a trouvée pour en fait pallier au retard du vote et puis au problème de la non-rétroactivité du texte. Maintenant, nous avons une vision bien claire sur cette nouvelle contribution. Je crois qu'il y a également une disposition qui s'applique aux attributions gratuites d'actions dont tu voudras nous parler, s'il te plaît. Effectivement, attribution gratuite d'actions, pour expliquer un petit peu ce régime, ça fait partie de l'un des 3 régimes qualifiés pour l'actionnariat salarié. Le principe étant de permettre aux salariés d'une entreprise de devenir actionnaire de cette entreprise et d'avoir un mécanisme de fidélisation et de rétention des salariés en leur permettant de devenir actionnaires de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. C'est un mécanisme et un outil qui est très vertueux et comme l'a indiqué la Cour des comptes dans son rapport de 2024, qui a connu depuis 2018 un essor. Sur la période 2018 à 2023, on est à plus de 36% d'utilisation de ce mécanisme des actions gratuites. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 vient augmenter le taux de la contribution patronale qui est due au moment de l'acquisition définitive des actions gratuites pour le passer de 20 à 30%, soit une augmentation de 50% de ce taux. Donc avec un risque de perte de l'attractivité de ce régime. Pourquoi est-ce que je parle de perte d'attractivité? Parce qu'on passe au-dessus du seuil qui est le seuil déplafonné pour les cotisations de sécurité sociale pour l'employeur quand on parle de salaire. En déplafonné pour le salaire, on est à 26%.
Là, on va passer au-dessus, on va passer à 30%. Donc, on peut craindre la perte d'attractivité de Finalement, ce le régime. bonus soit plus attractif que les agas. Voilà, et donc moins d'incitation à avoir le partage de valeur et à avoir des salariés qui sont actionnaires de la société dans laquelle ils travaillent. Et donc cette hausse va s'appliquer de façon rétroactive ou sur tous les stocks d'agas qui sont aujourd'hui sur le marché? C'est toute la question. On sait que l'entrée en vigueur va être dans le mois qui suit la publication du projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec automatiquement ce changement de taux. Une incertitude par rapport à l'application. Est-ce qu'on va être sur une application sur les acquisitions définitives uniquement postérieures à cette date? Est-ce qu'on va prendre en compte seulement les attributions postérieures à cette date? Est-ce qu'on va regarder les actions gratuites autorisées par une assemblée générale postérieure à cette date? C'est les questions qu'il faut se poser, sachant que si on parle d'un effet sur les acquisitions définitives dès l'entrée en vigueur, on a parlé d'une augmentation de 50%. Aujourd'hui, une entreprise qui a d'ores et déjà attribué des actions gratuites a provisionné 1 million d'euros de coûts de contribution patronale. Demain, elle va devoir payer 1,5 million d'euros de contribution patronale. Donc un coût significatif pour les sociétés. Donc un coût et des incertitudes, Ouais. si je comprends bien. Donc un autre acronyme qui a été modifié par la loi de finances, c'est donc BSPCE. Je crois que tu veux nous éclairer aussi sur ce sujet. Donc les BSPCE, c'est le pendant des actions gratuites, mais pour les sociétés jeunes et pour les sociétés start-up. Le principe pour le législateur, ça a été de codifier deux décisions du Conseil d'État. Une première décision du 5 février 2024 sur le sursis d'imposition. Pour permettre la mise en place de sursis d'imposition, on partait d'un état où on avait un seul gain de BSPCE taxé au moment de la cession. Là, on va décomposer ce gain un petit peu de la même façon que ce qu'on a sur les stock options. Un premier gain qu'on appelle un avantage salarial. C'est la même chose que mon gain d'exercice pour mes stock options. Donc, c'est la différence entre le prix d'exercice payé et la valeur de mon action au moment de l'acquisition définitive. Ce gain-là, il reste taxé à 30% quand on a plus de 3 ans d'ancienneté, pas de difficulté, pas de sursis d'imposition. Ça, c'est normal. Et par contre, le deuxième gain, qui est le gain net, donc la différence entre la valeur de l'action au moment de la cession et la valeur de l'action au moment de l'exercice du bon, ce gain-là, il bénéficie aussi du régime de 30% et lui bénéficie du sursis d'imposition. Donc plus de flexibilité, ça nous permet d'envisager des restructurations pour ces sociétés start-up qui ont des BSPCE sans perdre le régime du sursis et du report. Deuxième décision du Conseil d'État du 8 décembre 2023, le législateur va à l'encontre de la décision du Conseil d'État qui permettait d'inscrire en PEA des titres reçus en contrepartie de l'émission des BSPCE, une interdiction d'inscrire ces titres en PEA avec des mesures spécifiques pour permettre, pour les titres qui auraient été inscrits en PEA à compter du 10 octobre 2024, des mesures transitoires. D'accord, donc un coût encore à anticiper pour les personnes physiques. Effectivement. Une autre disposition qui a été modifiée par la loi de finances 2025, c'est le régime applicable au ManPack, Management Package. Caroline, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors peut-être pour recadrer le sujet, le Management Package, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'intéressement des salariés et des dirigeants clés d'une société, donc leur prise de participation au capital de la société, afin de créer un alignement des intérêts entre ces managers et la société. Donc en fait, le manager se retrouve avec une double casquette, si je puis dire, à la fois sa qualité de salarié et sa qualité d'actionnaire. Donc le gain qu'il va réaliser lorsqu'il va céder les actions qu'il a acquis de sa société, on va se poser la question, est-ce que c'est un salaire soumis au barème progressif de l'impôt jusqu'à 49% plus charges sociales ordinaires employeur et salariale, ou est-ce une plus-value soumise aujourd'hui à la flat tax au taux de 34%? Alors, le Conseil d'État, avec ses fameux arrêts de juillet 21, nous avait fourni une grille de lecture afin d'identifier les éléments clés qui permettaient de déterminer la nature du gain réalisé par ces managers. Alors, ces arrêts avaient été accueillis comme un coup de tonnerre par aussi bien les managers que les investisseurs,
puisque à travers ces arrêts, le Conseil d'État nous disait que les gains réalisés sur les titres acquis par les managers lorsqu'ils rémunèrent l'exercice de leurs fonctions doivent être considérés non pas comme des plus-values, mais comme des salaires. Donc, partant de ce principe, pour déterminer la nature des gains réalisés, il convenait de se baser sur la jurisprudence et essayer, par les différents éléments de structuration du package, de comprendre s'il s'agissait d'un salaire ou d'une plus-value soumise à la flat tax de 34%. Donc, ce que propose le législateur, c'est que le gain soit imposé comme du salaire et en deçà d'une certaine limite qui est déterminée par application d'une formule qui correspond à 3 fois le ratio entre la valeur de la société au moment de la cession des actions sur la valeur de la société au moment de l'acquisition des actions, donc pendant toute la durée de détention des titres. En deçà de ce seuil, le gain sera considéré comme une plus-value et sera soumise à la flat tax de 34%. Attention, 2 conditions à remplir. Avoir détenu les titres pendant au moins 2 ans, sauf pour ce qui concerne les dispositifs encadrés, et qu'il existe un véritable risque de perte de capital sur ces titres. Donc voilà une dichotomie de ce gain, une partie qui sera considérée comme du salaire au-delà d'une certaine de ce ratio, et l'autre partie qui sera considérée comme une plus-value soumise à la flat tax. Attention, cette imposition en salaire est un peu particulière, puisqu'en fait, l'application du barème progressif jusqu'à 49% va se faire. En revanche, on note une exonération des charges patronales et salariales, les charges que l'on pouvait avoir appliquées sur un bonus classique. En revanche, le législateur introduit une contribution salariale de 10% qui va s'appliquer donc sur cette portion du gain. À noter que cette exonération de charges sociales et cette contribution salariale n'est applicable que jusqu'aux sessions intervenant jusqu'au 31 décembre 2027. Donc tu peux voir, Alice, c'est un régime un peu compliqué à comprendre. Sur lequel, en fait, on n'a pas encore assez de recul pour savoir si le fameux ratio de 3 Exactement. fois est suffisant pour mettre une majorité du gain dans la catégorie de la plus-value, ou sinon, si tout va tomber majoritairement dans la catégorie salaire. Exactement. Ce qui est assez paradoxal, puisque de prime abord, le texte semble clair, et en fait, en creusant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, et on a vraiment hâte d'avoir les commentaires de l'administration sur le sujet. Notamment, nos grandes questions, c'est est-ce que ce dispositif est également applicable au régime encadré, donc à l'actionnariat salarié classique que l'on peut trouver hors monde du private equity, donc par exemple de l'actionnariat salarié sur des actions cotées. Autre question, que se passe-t-il en cas d'apport des titres, ce que l'on peut régulièrement voir dans les transactions, tout ce qui est mécanisme de rollover. Et encore plus dans un contexte de mobilité internationale, que se passe-t-il dans un contexte international justement pour ces gains. Voilà. Donc on attend avec impatience un potentiel BOFIP de l'administration fiscale qui permettrait d'avoir un éclairage qui serait bien meilleur. Peut-être pour finir sur une note positive, on retiendra que le législateur a souhaité encadrer ce dispositif qui pour le moment était soumis à beaucoup de questions de la part de l'ensemble de la place. Et également, on notera cette exonération de charges patronales et salariales qui était un véritable sujet sur l'ensemble des transactions que l'on peut voir sur le marché. D'accord. Voilà. Bon, on tempère quand même avec cet aspect temporaire. Exactement. Voilà. Jusqu'au 31 décembre 2027 et nous verrons par la suite ce que le législateur nous réserve. Bien, merci Caroline. Une dernière disposition qui a été intégrée dans la loi de finances porte sur la location meublée et le mécanisme de plus-value. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, Oriane, sur ce mécanisme ? Donc, on parle bien du mécanisme des loueurs meublés non professionnels. Donc, c'est la location faite par des particuliers de biens immobiliers meublés versus location nue. Le principe, c'est pour le calcul des recettes imposables, on prend les revenus locatifs et de ces revenus locatifs, on va pouvoir déduire un amortissement qui prend en compte la vétusté du bien immobilier. Et la déduction de cet amortissement du revenu locatif a pour effet de réduire la base taxable, voire de rendre nulle cette base taxable. Ce régime-là perdure. Par contre, ce qui est modifié, c'est le calcul de la plus-value. Au moment où vous allez céder le bien immobilier, on va retraiter du prix d'acquisition
le montant des amortissements. Donc on va augmenter d'autant la base taxable. Donc la formule, ça va être le prix de cession moins le prix d'acquisition diminué des amortissements. Avec une exception sur les résidences universitaires et les maisons de retraite qui, elles, n'auront pas ce régime et ne vont pas avoir un recalcul de la plus-value immobilière. En conclusion, peut-être pour les personnes physiques, on a vu deux mécanismes complexes sur la CDHR et sur le mécanisme qu'encadrent les management packages. Dans le contexte géopolitique, c'est vrai qu'on attend de la stabilité et des dispositifs clairs. Mais pour rester quand même sur une note positive, on peut remarquer que certains mécanismes qui sont très importants dans le cadre de l'économie de notre pays, notamment le pacte du travail pour assurer la transmission des entreprises, ces dispositifs perdurent. Donc ça, c'est bienvenu. Eh bien, merci pour cette note positive et merci à toutes les deux pour vos éclairages et à bientôt. Merci. Avec plaisir.